Cette semaine, une nouvelle mise à jour devrait arriver sur Gran Turismo 7. Cette mise à jour ajoutera une nouvelle voiture, la Toyota GT1, voiture particulièrement appréciée par les joueurs de Gran Turismo, parce que cette voiture s'était tout simplement fait une réputation assez solide à l'époque de Gran Turismo 5. C'était tout simplement la voiture la plus rapide de ce Gran Turismo. Je me suis dit avec l'arrivée de cette voiture sur Gran Turismo 7 que ce serait le bon timing pour vous proposer une vidéo rassemblant les voitures les plus rapides de tous les Gran Turismo depuis Gran Turismo 1 jusqu'à Gran Turismo 7. C'est la première fois que je fais ce style de concept sur ma chaîne YouTube. Si ça vous plaît, il y a moyen de le faire pour d'autres licences de jeux, les Forza, les Need for Speed ou autres. Donc si cette vidéo vous a plu et que revoir des gameplays d'anciens Gran Turismo vous a rendu un petit peu nostalgique, n'hésitez pas à le dire en commentaire sous cette vidéo. Vous pouvez aussi me dire quel a été pour vous le meilleur jeu de cette série, en tout cas votre préféré. Et n'hésitez pas aussi bien sûr à laisser un petit like et à vous abonner pour les prochains contenus, comme par exemple le test sur Gran Turismo 7 de cette fameuse Toyota GT1. On retombe donc en 1997 avec le premier Gran Turismo, c'est le seul Gran Turismo auquel je n'ai jamais joué. Ce qui fait que pour ce jeu, j'ai dû évidemment faire confiance à ce que j'ai vu un petit peu sur internet. Ce jeu proposait à l'époque 180 modèles de voitures, ce qui maintenant peut faire un petit peu sourire parce qu'on a énormément de jeux qui ont des listes de voitures qui dépassent 500 ou 600 modèles différents. Mais à l'époque, 180 modèles différents c'était vraiment énorme et évidemment parmi ces 180 modèles, il y en a qui étaient un peu meilleurs que d'autres. Et lorsqu'on cherchait à avoir vraiment la voiture la plus rapide, à avoir la meilleure VMAX, il y avait une voiture en particulier qu'il fallait tester. C'était la Toyota Supra de 95. La fameuse Supra blanche et rouge préparée pour le JGTC en partenariat avec Sard. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, sur Gran Turismo 1, le système de voiture n'est pas tout à fait le même que celui que l'on connaît sur les Gran Turismo un peu plus modernes. Il y avait d'un côté les voitures déjà préparées course et d'un autre côté les voitures routières. Et parmi ces voitures routières, certaines avaient accès aux modifications de course. Là où c'est un petit peu le bordel, c'est que sur Gran Turismo 1, il y a la Supra de 95, la Supra RZ de 95, celle qui nous intéresse, mais aussi la version SZR, la version Turbo de 95, la MA70, la JZA70 et la 3000 GT. Il était aisé à l'époque de les confondre et elles n'avaient pas forcément toutes les mêmes modifications et toutes les mêmes spécifications une fois passées en modification courte. Si à l'époque vous preniez bien la Supra RZ de 95, que vous lui appliquiez bien les modifications courses, vous aviez une voiture capable d'atteindre les 420 km/h, ce qui lui donnait clairement une bonne marge d'avance sur ses concurrentes qui souvent étaient limitées à 390 ou 400. On avance ensuite de 2 ans avec Gran Turismo 2, sorti en 99, et là on passe de 180 voitures environ à 650 modèles. Gran Turismo 1 était un très bon jeu, mais Gran Turismo 2 était vraiment plusieurs marches au-dessus. Il y avait 3 à 4 fois plus de voitures, 2 fois plus de circuits, un système d'amélioration retravaillé, une carrière retravaillée, bref, c'était assez fou, surtout que ça avait été réalisé en seulement 2 ans, ce qui fait rire un peu jaune quand on s'aperçoit que maintenant il faut attendre en général 5 à 6 ans pour avoir un nouveau Gran Turismo, et que les modifications en termes de gameplay sont moins importantes qu'à l'époque. Mais bref, c'est une autre histoire. Gran Turismo 2 est la raison majeure, en tout cas je pense, pour laquelle les gens se rappellent de la Suzuki Escudo Pikes Peak Edition. Cette voiture est devenue mythique grâce à Gran Turismo 2 parce qu'elle était absolument monstrueuse. En vrai, à l'époque, le Suzuki Escudo, c'était un petit 4x4 sympathique, assez fiable, mais loin d'être vraiment performant. Mais certains petits malins, et surtout certains très bons ingénieurs, ont décidé de prendre cette base pour construire un missile de course de côte, et c'est ainsi qu'est née la version Pikes Peak de ce Escudo. Et là, on parle d'un truc vraiment monstrueux. On parle d'une voiture équipée d'un V6 2,5 litres biturbo, qui a déjà un kit aéro, qui en vrai n'est pas beau, mais qui est absolument monstrueux, et qui apporte à cette voiture-là un appui maximal. Cette voiture fait 980 chevaux pour 800 kg, c'est incroyable. Le 0 à 100 se fait en 3 secondes 5, la vitesse de pointe avant réglage et amélioration est à 315 km/h. Cette voiture faisait aussi partie sur Gran Turismo 2 des voitures les plus chères du jeu, puisque pour l'acheter, il fallait débourser 2 millions au concessionnaire spécial Suzuki. Mais pour 2 millions, vous achetiez une voiture capable d'atteindre 480 km/h, et surtout, en plus d'être extrêmement rapide en ligne droite, c'est aussi un missile de virage. Cette voiture avait beaucoup marqué les esprits à l'époque parce que extrêmement rapide, mais aussi parce qu'on sentait qu'elle mettait un peu à bout les limites de la physique sur le jeu Gran Turismo 2. Mais dites-vous qu'elle va revenir sur Gran Turismo 3 et que là, c'est bien pire. Là, on parle pas de limite physique, on parle vraiment d'une physique complètement éclatée par cette voiture. On avance donc tranquillement jusqu'à 2001, c'est-à-dire seulement 2 petites années après Gran Turismo 2. Alors là, on redescend beaucoup en termes de nombre de voitures proposées sur le jeu, puisqu'on est à 180 modèles. Par contre, ce Gran Turismo est le premier disponible sur PS2 et le step-up graphique et technique par rapport à Gran Turismo 1
Et Gran Turismo 2 est magistral. Effectivement, on a moins de voitures, mais on a beaucoup plus de circuits et beaucoup plus d'environnements bien réalisés, avec des sons de voitures plus réalistes et surtout des graphismes bien meilleurs que ceux de Gran Turismo 2. Sur Gran Turismo 3, la meilleure voiture du jeu était également la Suzuki Escudo. Alors vous vous rappelez, on avait dit que sur Gran Turismo 2, c'était la meilleure parce qu'elle pouvait atteindre 480 km/h. Je vous laisse quelques secondes pour essayer de deviner en commentaire combien on pouvait atteindre avec la Suzuki Escudo sur Gran Turismo 3. Dites-vous que pour atteindre ce record de vitesse, il fallait avoir la Escudo avec un réglage particulier et surtout la conduire d'une manière particulière pour réussir à la mettre en wheelie, c'est-à-dire la faire rouler sur les deux roues arrière. Une fois qu'on arrivait à se mettre sur les deux roues arrière, la physique ne comprenait plus vraiment ce qui se passait et on avait une accélération totalement délirante avec cette voiture. On va dire qu'en utilisation normale, cette voiture-là était capable déjà d'atteindre aux alentours des 350-400 km/h. Mais en utilisation spéciale vitesse, on pouvait atteindre plus de 1500 km/h sur ce jeu avec cette voiture-là, c'est-à-dire environ 1100 km/h de plus que la deuxième voiture la plus rapide de Gran Turismo 3. Et cette voiture est effectivement du coup la voiture qui a le record de vitesse sur toute la série Gran Turismo. On va avancer sur les prochains Gran Turismo et vous verrez qu'il y a des monstres aussi qui tapent des énormes vitesses. Mais ce bug du wheelie a été patché et il n'y avait plus trop moyen d'en profiter sur Gran Turismo 4. D'ailleurs, Gran Turismo 4, on va en parler maintenant, le meilleur Gran Turismo à mes yeux. D'ailleurs, j'ai fait il y a plusieurs années une petite vidéo sur cette chaîne YouTube en mode rétrospective de Gran Turismo 4 pour essayer d'expliquer un petit peu pourquoi ce jeu était aussi fou pour l'époque. Mais je pense que les principales raisons qui font qu'on se rappelle tous aussi bien de Gran Turismo 4 et qui font qu'on l'a vraiment adoré à l'époque, c'était la quantité de voitures. 720 voitures à l'époque, c'était tout simplement, je pense, le record de ce qui était possible d'avoir sur un jeu vidéo. Parmi ces 700 voitures, beaucoup de voitures déjà très connues, des JDM et tout ce qui va avec, mais aussi beaucoup de concepts, de voitures qu'on a vraiment plus trop vues sur les jeux après, et surtout beaucoup de voitures françaises, et beaucoup, on va dire, de voitures un peu classiques de cette période-là, et de modèles, on va dire, d'entre-deux gammes. Par exemple, on pouvait s'acheter effectivement une BMW M3 E46, mais on pouvait aussi s'acheter une version intermédiaire en diesel. Et tous ces modèles-là, en vrai, je pense manque un petit peu au jeu de course actuel, mais c'est une autre histoire. Sur Gran Turismo 4, la meilleure voiture du jeu était aussi une Toyota. Alors c'était pas la même que la Toyota Supra RZ de Gran Turismo 1, mais c'était quand même une Toyota, c'était la Toyota 88C, aussi appelée la Toyota Minolta. C'est un modèle de course proto qui a participé aux courses du Mans, qui d'ailleurs malheureusement a fini par un abandon. Cette voiture avait plutôt un petit moteur, un 4 cylindres en ligne turbo de 2,1 litres qui sortait 650 chevaux. Gros point fort de cette voiture, elle était extrêmement légère, aux alentours des 750 kg. Résultat sur Gran Turismo 4, avec les bons réglages, on pouvait envoyer cette voiture jusqu'à presque 600 km/h. Je me rappelle qu'à cette époque, j'étais au collège et que je croyais pas mes potes qui me disaient qu'ils arrivaient à atteindre des vitesses pareilles sur leur jeu avec la Minolta. Mais à cette époque-là, on pouvait se prêter nos cartes mémoire, ces fameuses puces qui conservaient nos sauvegardes de tous les jeux auxquels on jouait. Je me suis donc empressé de rentrer chez moi, de lancer la PS2, de lancer Gran Turismo 4 avec la sauvegarde, et je me rappelle que j'avais été absolument bluffé par la vitesse max de cette voiture-là, mais aussi par son maniement qui était vraiment excellent. On avance à Gran Turismo 5, un Gran Turismo déjà un peu plus contemporain, puisque ce Gran Turismo-là a apporté pas mal de mécaniques qu'on connaît maintenant sur Gran Turismo 7, notamment au niveau de la conduite des voitures, au niveau de l'interface, mais aussi de la présence de vues intérieures. Alors sur Gran Turismo 5, toutes les voitures n'avaient pas la modélisation des vues intérieures, seulement certaines d'entre elles l'avaient, il y avait les dégâts sur les voitures, ce qui faisait aussi partie des nouveautés de ce Gran Turismo, et c'était surtout pour Polyphony une nouvelle occasion de mettre en avant une voiture en particulier. Et cette voiture sur Gran Turismo 5, c'était la fameuse Toyota GT1, qui revient sur Gran Turismo 7 avec une mise à jour dans quelques jours, on la testera évidemment en vidéo. Alors c'est pareil, cette voiture-là, sans les réglages et sans les bonnes améliorations, c'était pas si fou que ça, ça chopait 380 km/h, ce qui était beaucoup, mais il y avait d'autres voitures sur le jeu qui pouvaient prendre 300, 400, et je pense d'ailleurs que c'est avec l'arrivée de ce Gran Turismo qu'on a vu vraiment beaucoup plus de hypercars, de supercars, de voitures à plus de 1000 chevaux, ou de modèles de prototypes du Mans qui étaient absolument hors normes côté performance. Mais la Toyota GT1 bien réglée sur Gran Turismo 5 vous permettait d'atteindre aux alentours des 530 km/h. C'est peut-être moins incroyable et moins foufou que ce qu'on a vu jusqu'ici, mais c'est simplement parce que la physique était de plus en plus réaliste, et surtout on commence à arriver sur une période où les jeux multi en ligne étaient de plus en plus développés, et sur lesquels du coup on pouvait de moins en moins se permettre de laisser une voiture vraiment bien plus rapide que les autres. Donc celle-ci était un peu plus rapide que les autres, mais on est loin des records de la Suzuki Escudo. Jusqu'ici, il me semble qu'il n'y a eu que des voitures japonaises dans les voitures les plus rapides de Gran Turismo.
Turismo, ce qui est aussi assez logique parce qu'il y avait beaucoup plus de voitures japonaises que de voitures d'autres pays sur ces jeux-là. Mais ils ont décidé de rééquilibrer un petit peu les choses avec Gran Turismo 6, Gran Turismo Sport et Gran Turismo 7. Sur ces 3 jeux, la meilleure voiture, la plus rapide, est la même. Et sur ces 3 jeux, cette meilleure voiture qui est complètement hallucinante et que vous pouvez aussi bien sûr du coup tester sur Gran Turismo 7, il s'agit de la Dodge SRT Tomahawk X VGT. Alors c'est une voiture qui n'existe pas en vrai, c'est un concept, les fameux VGT, Vision Gran Turismo, ce sont des voitures qui sont inventées pour Gran Turismo et dont la mécanique elle aussi est inventée. Souvent les voitures VGT sont très rapides, ont des performances un peu délirantes. Mais là on n'est pas sur du un peu délirant, on est sur du complètement broken, puisque sur Gran Turismo 6, cette voiture peut atteindre 720 km/h. Sur Gran Turismo Sport, aux alentours des 670 km/h, alors là c'est un Gran Turismo qui était majoritairement multijoueur, autant vous dire qu'il y a des catégories dans lesquelles on ne voyait que cette voiture-là. Et sur Gran Turismo 7, cette voiture peut dépasser aussi les 600 km/h. D'ailleurs, je l'avais testé dans une vidéo. La voiture est effectivement très puissante, très légère, mais en plus de ça, elle a énormément d'appui et cette voiture-là est très utile dans plein de catégories bien réglées ou bien homologuées. Ce qui la différencie un petit peu des autres quand même, c'est que cette voiture-là, en plus d'être extrêmement rapide en ligne droite, est aussi un monstre de virage. Alors, toutes les voitures que j'ai citées dans cette vidéo sont de bonnes voitures, de manière générale, en tenue de route et tout ce qui va avec. Mais là, on a une tenue de route qui est complètement abusé avec la VGT. Je ne sais pas combien d'appui est censé avoir cette voiture là sur Gran Turismo, combien de G latéraux elle est censée pouvoir prendre max, mais ça tourne mieux que pas mal de F1 et surtout plus on va vite, plus il y a d'appui, plus la voiture tourne bien. Il y a même des fois où ça en devient un petit peu déstabilisant parce qu'on peut prendre des virages quand même assez serrés à 400, 500 ou 600 km/h, là où une sportive on va dire un petit peu traditionnelle d'un Gran Turismo va avoir du mal à passer à plus de 150. Honnêtement, à côté de ça, cette voiture est plutôt spéciale, on va dire ça comme ça, au niveau de l'esthétique. Et en plus de ça, cette voiture n'est pas disponible dans beaucoup de catégories de courses sur ces jeux-là, ce qui fait qu'au sein de votre carrière, vous n'allez pas avoir tant d'occasions que ça de la conduire. Donc c'est vraiment une voiture achetée sur le jeu pour les records de vitesse, il y a quelques courses qui sont faisables avec, mais honnêtement, à part pour la vitesse, il n'y a pas beaucoup de raisons de l'acheter. Et voilà, on a fait le tour, peut-être qu'un jour on aura un Gran Turismo 8 et que une nouvelle voiture prendra la place de la VGT, j'espère que ça va être le cas, parce que là ça fait quand même 3 Gran Turismo d'affilée, que la méta ne change pas beaucoup. Peut-être qu'aussi, avec la version PC qui est censée arriver, peut-être cette année, on pourra attendre une espèce de mise à jour majeure avec des nouveaux véhicules d'ajouter, et peut-être parmi ces nouveaux véhicules, une voiture qui détrônerait la Tomahawk VGT sur Gran Turismo 7. On verra, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite évidemment à venir me soutenir gratuitement en utilisant mes liens de soutien sous cette vidéo. Il y a mon lien Twitch par exemple pour me rejoindre pour les prochains lives. Vous pouvez venir follow, vous pouvez utiliser votre Prime pour donner un petit coup de pouce à la chaîne. Vous pouvez aussi, si ça vous tente, utiliser mon lien Instant Gaming qui vous permet d'acheter vos jeux à prix réduit en donnant là aussi un petit coup de pouce à la chaîne. Merci.